Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Au programme ce soir, la Colombie et sa paix pas encore tout à fait retrouvée. En effet, les citoyens colombiens ont rejeté l'accord qui avait été établi entre les FARC et le gouvernement. Celui-ci est jugé trop laxiste envers les FARC par les Colombiens. Pourquoi ? Quelle issue à cette situation ? Ce sera notre coup de projecteur sur l'international de cette semaine. Big Malion, Cahuzac, ce n'est pas nouveau, les affaires touchent le monde politique. Notre réquisitoire de ce soir fera le point sur ses actualités. Celle de Jérôme Cahuzac est en attente du verdict suite à son procès de septembre. Quant à Big Malion, après avoir laissé Copé tranquille, les juges s'intéressent toujours et encore à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et de nouveau candidat pour 2017. Alors pouvait-il réaliser des meetings sans se douter qu'il dépassait la limite imposée par la loi ? Dans quelle mesure cela est-il préjudiciable pour sa candidature ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous de l'avis de Macron qui considère qu'on ne peut pas se présenter quand on n'est pas irréprochable ? Ou alors cela doit-il rester strictement une affaire entre la justice et l'ancien président de la République ? Vos avis, réactions, commentaires pendant ou après l'émission, c'est sur Facebook et Twitter. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2016 et Politiquement Incorrect numéro 129, c'est parti. Politiquement Incorrect, présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir pour débattre, nous accueillons Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Et bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Actualité internationale avec la paix toujours en attente officiellement en Colombie et les hommes politiques au banc des accusés, c'est ce que nous vous proposons ce soir et on commence tout de suite avec notre coup de projecteur. Et voilà, donc Politiquement Incorrect, c'est parti. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, habituellement nommées FARC, est un groupe de combattants révolutionnaires communistes, considéré d'ailleurs par les États-Unis comme étant une organisation terroriste. Durant des dizaines d'années, un conflit interne à la Colombie les a mis en lumière, mais depuis plusieurs années, je dirais même depuis ces quelques dernières années, des pourparlers de paix étaient en cours jusqu'à l'accord de paix signé le 26 septembre 2016. Alors ça y est, les FARC c'est fini, eux qui sont connus en France principalement pour avoir retenu en otage Ingrid Betancourt pendant plusieurs années, ont-ils fini de faire régner la terreur en Colombie ? On est en droit de le croire, mais la situation est sans doute bien plus complexe. Et commençons déjà par ce rebondissement. Le 2 octobre, c'était donc dimanche, la population colombienne a rejeté par référendum l'accord de paix négocié quelques jours plus tôt. Avec nous ce soir, notre correspondante en Colombie, messieurs, Marc et Hugo, Louise, qui, vous le savez, était dans l'émission l'année dernière avec nous et qui séjourne en Colombie depuis désormais presque un an, hein, ça fait 9 mois. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Politiquement Incorrect. Alors la première grande question, je crois qu'elle brûle les lèvres d'Hugo, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont donc rejeté cet accord ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis l'annonce de la fin de l'accord le 24 août, les Colombiens ont commencé surtout le parti Centre démocratique d'Uribe a commencé à faire campagne contre l'accord, parce que pour lui, comme tu le disais Nicolas, il était trop laxiste envers les FARC, il leur donnait trop de pouvoir politique et n'était pas assez condamné au niveau de la justice. Et du coup, les Colombiens qui ont eu du mal à s'informer sur l'accord, qui fait quand même 297 pages, les Colombiens, ils allaient lire 297 pages. Du coup, ça a été compliqué. Il y a eu des batailles entre ceux qui étaient contre l'accord et ceux qui étaient pour. Et visiblement, Uribe et son parti ont réussi à influencer son parti et aussi l'Église catholique extrémiste ont réussi à influencer la population pour qu'elle vote non. Et voilà, au final, c'est surtout des intérêts politiques, je pense, derrière, surtout d'Uribe. Premièrement, parce que j'imagine qu'il a été un peu jaloux de ne pas pouvoir faire, lui, cet accord avec les FARC. Et ensuite, parce qu'il est d'extrême droite. Il est accusé d'avoir fait des
des choses pas très nettes avec les paramilitaires. Du coup, lui, ce qu'il voudrait surtout négocier, je crois, c'est avoir l'amnistie pour les paramilitaires ou ceux qui ont été en lien avec eux à cette époque-là. Alors je vais juste donner deux chiffres avant de passer la parole à Hugo. La participation a donc été de 37% à ce référendum et il a été rejeté à 50,23% des voix alors que l'on prévoyait un large oui, Hugo. Oui, c'est ça qui me surprend, c'est que le oui était annoncé vainqueur assez largement, plus de 60%, et on a depuis dimanche un résultat complètement contraire à cela. Est-ce que tu as un élément de réponse, Louise? Pas spécialement. Je sais qu'en Colombie, au final, tout ce qui est sondage, etc., c'est jamais très. Apparemment, ils se contredisent tout le temps, ils annoncent quelque chose. Le résultat qui sort est complètement différent. Et puis voilà, j'ai pas trop de réponses. Après, ce qui se passe, c'est que il y a eu un ouragan qui a touché la Colombie, le nord de la Colombie ce week-end. Le nord de la Colombie, c'est beaucoup de peuples indigènes, c'est des communautés qui ont été beaucoup touchées par le conflit et à cause de l'ouragan, ils ne sont pas sortis. Enfin, de toute façon, le taux de participation au vote est toujours faible en Colombie. Je crois que le plus haut taux de participation, c'est 44%. Et donc même pas la moitié de la population. De toute façon, oui, les sondages sont jamais très, très fiables. Mais c'est vrai qu'il y a eu cet ouragan. Je pense pas que ça ait tant joué de ça. Hugo? Oui, ça montre en tout cas que c'est un sujet sensible, j'ai l'impression, dans le sens où même la population, même si les sondages sont assez peu fiables, ça peut donner l'impression en tout cas que c'est un sujet qui a tendance à cliver un peu la population et que les avis peuvent changer. Marc, je t'ai entendu... Pardon, Louise, on t'écoute? Vas-y. Ah oui, d'accord. Non, je pensais pas que tu souhaitais réagir. Marc, je t'ai entendu dire, oui, finalement, les sondages en Colombie ne sont pas très fiables, et tu rappelais qu'en France non plus. Et d'ailleurs, si on élargit le cas de la France à l'Europe un peu plus grande, eh bien, récemment, le Brexit également a été une petite surprise en Europe, puisque les Anglais se sont opposés à la continuité européenne de l'Angleterre. Au même titre que là, les Colombiens ont créé un petit peu la surprise. La Grande-Bretagne. J'ai dit l'Angleterre, pardon, la Grande-Bretagne. Ça y est, il commence à nous faire. Non, mais oui, je précisais sur les sondages, y compris en France, de toute façon. Enfin, un sondage, de toute façon, tout dépend de comment il est fait, où il est fait, par qui, par quand. Bien sûr, par quand, en fonction de la sociologie. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu dans les sondages, et c'est évident que de toute façon, on peut annoncer beaucoup de choses, et puis ce qui compte en dernier ressort, c'est évidemment les votants. Et ceux qui prennent le temps de se déplacer pour aller voter. Par contre, Louise a révélé quelque chose d'assez important. C'est vrai que finalement, si j'ai bien tout compris de cette histoire, même très brièvement, j'ai cru comprendre que notre ami Santos avait essayé de créer cet accord, le président colombien, et que ceux qui ont fait campagne pour le non étaient les deux anciens, donc Uribe et Pastrana, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'était de savoir pourquoi Uribe avait fait campagne pour le non. Et là, on a eu quelques éléments de réponse comme quoi les paramilitaires qui auraient été liés avec les FARC, il y aurait une volonté d'amnistie de la part d'Uribe pour ça. Enfin, c'est ce que Louise a tenté, enfin, ce que j'ai compris de ce qu'a dit Louise. Donc, les paramilitaires sont de l'autre côté de l'échiquier politique en Colombie. Et... Alors, quel rapport avec Uribe alors? Justement, parce que les paramilitaires jouent... Les paramilitaires, c'est des narcotrafiquants qui... Enfin, à la base, c'est un groupe qui est né, soi-disant, pour combattre les FARC, puisque l'État colombien n'est pas assez fort pour combattre cette guérilla. Et du coup, les paramilitaires, c'est des associations de civils qui ont pris les armes pour combattre les FARC. Sauf qu'au final, très vite, ils se sont transformés en groupe de narcotrafiquants. Ils combattaient les FARC pour récupérer leur territoire et pour pouvoir faire du narcotrafic. Et Uribe, qui est d'extrême droite, a essayé de lancer un peu les paramilitaires, il les a soutenus. Et je crois qu'il a il les a protégés politiquement. Alors quel rapport quel est l'intérêt dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'Uribe de faire campagne pour le non? J'arrive pas bien à saisir. Pour lui-même, l'intérêt, c'est que dans l'accord,
il y a amnistie pour les FARC qui n'ont pas fait de crimes humanitaires. Et par contre, si je ne dis pas de bêtises, les paramilitaires et le gouvernement, eux, n'ont pas autant de droit à l'amnistie. Du coup, lui, s'il est accusé de quelque chose, il n'aura pas les mêmes. Enfin, lui, ce qu'il veut, c'est de l'impunité, en fait. Il ne veut pas être jugé sur ce qu'il a fait et ça le protège. Il était même question qu'il essaye de modifier la Constitution pour pouvoir présenter une troisième fois comme président. Et puis, je crois que c'est surtout aussi qu'il est jaloux de ne pas avoir pu mettre sa signature à l'accord. Et voilà, c'est un peu ces éléments-là. Des enjeux bien personnels. Je sais pas si j'ai été Oui. claire. Des enjeux, Oui. Des enjeux bien personnels donc pour l'ancien président colombien, Hugo. Oui, c'est vrai, parce que voilà, déjà, il faut le rappeler, Uribe est celui qui a précédé en tant que président à Juan Manuel Santos, et Juan Manuel Santos qui d'ailleurs était un de ses ministres, et qui a une espèce d'hostilité tout à fait personnelle entre les deux hommes. Et puis, je pense que Uribe fait partie, comme d'ailleurs Louise l'expliquait, de cette droite assez rigide, assez sévère, sinon l'extrême droite, qui ne tolère pas l'amnistie pour les FARC et qui aurait plutôt tendance à la promulguer. C'est d'ailleurs une des choses qu'il a fait pour promulguer l'amnistie pour les paramilitaires. Très bien. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut attendre dorénavant de cette situation en Colombie? Il va y avoir quoi? Un nouveau référendum sur un nouveau texte, Louise? Je sais pas, c'est assez incertain. Là, ce qui se passe, c'est que Uribe il s'est réuni avec le président Santos. C'était hier, Uribe a fait une première proposition d'accord qui est que les FARC qui n'ont pas commis de crimes contre l'humanité soient amnistiés. C'est ce qu'il y a dans l'accord. Donc, c'est assez incertain. Là, les FARC, ils étaient déjà prêts à se démobiliser. Ils avaient commencé à rendre des armes, etc. Ils étaient dans les zones grises. Et là, ils ont dû retourner dans les zones de terrain. Santos a annoncé que le 31 octobre, que le cessez-le-feu, pour l'instant, était maintenu jusqu'au 31 octobre, jusqu'à la fin du mois. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. Les FARC sont pour essayer de trouver un arrangement, mais ça va être compliqué de renégocier l'accord qui a été très bien fait, qui est très complet. Et, c'est la première fois dans toute l'histoire de la justice transitionnelle qu'un accord a été aussi bien fait. Si on compare avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, au Rwanda, je pense que Marc pourra confirmer, c'est un accord qui se centre sur les victimes, qui fait des réformes rurales, qui en même temps se centre sur l'amélioration du pays. Du coup, c'est assez incertain de savoir ce qui va se passer. Uribe fait des déclarations, pour ma part, un peu flippantes, désolée pour le mot, dans le sens où il dit qu'il vaut mieux 20 ans de négociations en plus plutôt que laisser le pays aux FARC. Parce qu'il faut savoir que les arguments que Uribe donne contre l'accord de paix sont complètement différents de ses raisons personnelles. Alors Marc, tu souhaitais intervenir? Oui, on estime qu'ils sont combien les FARC en ce moment? Bonne question, je ne me souviens plus. Ils sont quelques milliers, ils sont pas tant que ça. Et je posais cette question parce que s'ils sont pas autant que ça, je me demande si quelle est encore leur position aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils engendrent encore aujourd'hui comme conflit. Enfin, j'aimerais bien savoir parce qu'on entend parler sans en entendre parler vraiment. Donc, j'avais cru comprendre qu'ils étaient plutôt en train de mourir ou se renfermer sur eux-mêmes. Et là, finalement, le fait de dialoguer, c'est qu'il se passe encore des choses, véritablement. Enfin, vraisemblablement. Non, parce que si tu as raison, ils sont assez faibles, les FARC. C'est pour ça justement qu'ils ont appelé à la négociation. Parce que pour pouvoir, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas s'en sortir par la guerre. Non, ils sont pas tant que ça, ils sont pas si forts. Mais ce qu'il y a, c'est que continuer le conflit, ce serait quand même
faire encore des victimes. Enfin, les FARC sont quand même encore très présents, ils ont une influence dans certaines zones. Et il faut continuer le conflit, enfin, essayer de les tuer, les mettre en prison ordinaire et pas faire cette négociation, ça veut dire qu'il y aura encore plus de morts. Mais je te pose juste une dernière question. J'avais cru comprendre, donc effectivement, donc tu dis qu'ils sont finalement, il y a quand même une influence, notamment au niveau des réseaux. Je suppose ça que tu as essayé de faire passer comme message, j'ai bien compris. La question que je me pose, c'est deux questions. La première, c'est s'ils sont pas si nombreux que ça, pourquoi accepter ces gens comme des interlocuteurs valides? La première chose, donc ça c'est ce que j'ai cru comprendre, c'était plutôt la voix d'Uribe. Mais dans la deuxième chose, cet accord revient à faire quoi en soi? C'est-à-dire qu'on les reconnaît politiquement, ça peut être une organisation politique, quel est l'intérêt de cet accord en soi? Et qu'est-ce qui garantit l'effectivité de l'accord? Alors, l'intérêt de négocier, en fait, ce qu'il y a, c'est que les FARC sont nés en 1964, si je dis pas de bêtises, parce que le Parti communiste a été interdit. Enfin, des partis ont été interdits, surtout communistes. Et du coup, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de prendre les armes pour pouvoir revendiquer leurs idées. Du coup, c'est quand même à la base un parti politique avec des idées politiques, etc. Du coup, c'est pour ça qu'eux, ils demandent aujourd'hui à pouvoir participer en politique parce qu'ils se voient comme un acteur politique qui n'a jamais pu s'exprimer depuis ces années-là. Et ta deuxième question, oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'accord, il est sur plusieurs points. Principalement, ils se centrent sur les victimes, ils proposent une réforme rurale, ils proposent de lutter contre le narcotrafic. Mais ce qui gêne le plus, et c'est ce qui fait partie des arguments du c'est que oui, les femmes vont pouvoir participer en politique, ils vont avoir le droit à 10 sièges en tout au Parlement. Mais pendant 2 ans, ils auront juste un droit ils pourront juste s'exprimer, donner leur avis, mais ils ne pourront pas voter. Et après, le gouvernement donnera 10% des financements normaux pour que le parti puisse se financer. Donc après, du coup, c'est vrai que les FARC pourront participer en politique. Ça dérange le pays. Il dit que ça y est, on va avoir des FARC comme président, que le pays va se transformer comme le Venezuela ou Cuba, que ça y est, on est dans un pays castro-chavisme. Et voilà, donc ça c'est ce qui dérange premièrement Uribe sur la participation politique. Pour lui, c'est rendre le pays aux FARC, alors que je disais qu'il n'y a que ceux qui sont contre l'accord qui voient les FARC déjà présidents et ceux qui votent pour la paix. Ils n'ont pas l'intention de voter pour les FARC aux élections. Et deuxièmement, c'est l'accord de justice qui fait que du coup, les FARC qui n'ont pas fait de crimes contre l'humanité vont avoir une amnistie. Par contre, ils seront obligés de donner toute la vérité, aider à retrouver les corps, etc. Et ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, en fonction de ce qu'ils avouent, je crois que c'est comme en Afrique du Sud, le Rwanda, je me souviens plus, en fonction de s'ils avouent tout de suite tout ce qui s'est passé ou s'ils mettent du temps à avouer ou qu'ils n'avouent jamais, ils ont des peines plus ou moins. Les premières peines seront de 5 à 8 ans et ce n'est pas des peines en prison comme telles, c'est des peines où ils ont restriction de la liberté, donc ils ne sont pas du tout libres de faire ce qu'ils veulent et ils doivent participer à la reconstruction du pays, aider à retrouver les corps, à détecter, etc. Et ceux qui n'avouent jamais leurs crimes vont en prison jusqu'à 20 ans. Et du coup, pour Uribe, ça c'est pas normal, il dit que c'est de l'impunité, alors que c'est pas de l'impunité, puisqu'ils seront quand même jugés, ils diront la vérité, etc. En tout cas, en Colombie, ils pratiquent bien la politique politicienne comme on sait le faire en France. Marc, tu souhaitais réinterroger Louise. Finalement, là, j'insiste. Dernière question. Non, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu, c'est-à-dire que cette idée de pouvoir d'amnistier des gens, donc les mettre dans une phase d'impunité, étant donné que c'est une organisation relativement secrète, même si elle est pas secrète dans le sens où on la voit pas, mais secrète dans son organisation profonde, comment déterminer si tel ou un tel ont effectué des crimes contre l'humanité, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, quand on est
pour moi, ça me paraît quasiment impossible d'aborder quelque chose de transitionnel si justement il n'y a pas un gouvernement de transition en soi, parce que je suis pas sûr que les FARC, si l'État, le gouvernement et les opinions restent les mêmes, je suis pas sûr qu'ils auraient véritablement envie de s'intégrer en politique. Donc ça me paraît relativement bizarre comme procédé. Et enfin là, comme tu me le proposes comme ça, moi je serais plutôt à comprendre au ribé finalement. Enfin, je comprends bien ce que je veux dire. Je veux pas qu'il y ait de mort, etc. Moi, je suis un pacifiste. Mais présenté comme ça, il n'y a pas de réforme en profondeur, même si ça peut changer deux, trois choses. Je me souviens plus de ta première question, mais si, il y a des réformes en profondeur. Justement, l'accord, surtout la réforme rurale, il y a une restitution des terres. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu vraiment énormément de victimes pendant un certain nombre de conflits. Et ce qui compte là, principalement avec tous les morts qu'il y a eu, tous les déplacés, etc., ce qui compte pour la population, c'est juste pouvoir aller de l'avant, vivre, récupérer les terres ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacés. C'était quoi ton autre question? C'était comment déterminer si c'est les FARC qui ont fait des crimes contre l'humanité ou ceux qu'on n'en a pas fait? Pour moi, ça me paraît impossible. Parce qu'il va y avoir un jugement. Il va y avoir un jugement, des témoignages. Et il y a des victimes qui sont encore vivantes qui peuvent témoigner. Si, il y a moyen de vérifier ce qu'ils disent. Et pour déterminer s'ils ont fait un crime contre l'humanité ou pas, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a le statut de Rome. Les accords de Rome définissent ce qui est un crime contre l'humanité, donc c'est les violations, les massacres, on tue des gens. Tous les FARC qui vont être amnistiés, ce sont ceux qui ont fait révolte politique, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui ont tué mais pendant des combats, c'est-à-dire qui ne sont pas attaqués aux victimes, et ceux qui ont fait du narcotrafic dans le but de financer l'organisation et pas à des fins personnelles. En gros, c'est comme ça qu'ils ceux qui vont avoir une amnistie et ceux qui vont avoir... Mais Louise, tu prenais souvent le cas du Rwanda. À chaque fois qu'il y a eu des justices un petit peu transitionnelles comme ça, dans le cas du Rwanda, c'était pas un procès égal, c'était un procès à charge. Et des gens qui ont été condamnés n'ont jamais été dans ce qu'on pourrait décrire comme un crime contre l'humanité. Enfin, moi je pense que aller vers cette voie-là, c'est amener le pas vers quelque chose qui serait totalement alambiqué, pas très, assez opaque. Enfin, ça me paraît étrange. Enfin, bon, après, Hugo a plein de questions, donc je le laisse parce qu'il va m'en vouloir. Oui, c'est une Alors, question Hugo. que tu poses qui est très intéressante et je laisserai Louise répondre si elle a l'envie. C'était quoi sa question? Oui, mais justement, je trouve que c'est un accord qui a été beaucoup mieux fait que le Rwanda, beaucoup plus complet. Il y a l'ONU qui va vérifier tout ça. Pendant le conflit du Rwanda, il n'y avait pas encore eu des accords de Rome. Là, c'est quand même validé internationalement. Et la communauté internationale surveille quand même ce qui se passe. Oui, c'est plus cadré. Voilà, pour pouvoir répondre. Hugo? Oui, non, je voudrais répondre d'abord à ce que disait Marc tout à l'heure sur l'importance des FARC aujourd'hui. Je pense que même si c'est un groupe qui perd en puissance, il y a quand même un grave problème de souveraineté de l'État, dans la mesure où les FARC possèdent des territoires assez grands sur la Colombie, et puis ils sont des acteurs très importants dans le narcotrafic. Et ça aussi, donc, c'est une économie parallèle que l'État doit combattre. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les FARC sont une question qui intéresse et qui mobilise les États-Unis. Les États-Unis se sont beaucoup impliqués dans ce conflit-là. Ils ont essayé d'aider le gouvernement colombien, notamment en formant militairement et en donnant de l'argent à l'État colombien dans sa lutte contre ce groupe désigné comme terroriste jusqu'à il y a quelques jours où le secrétariat d'État, donc le ministère des Affaires étrangères états-unien, a décidé de changer le statut des FARC, c'est-à-dire ça dit beaucoup sur
le rôle et la vision des États-Unis. Et puis, je voudrais aussi rebondir sur la politisation en quelque sorte des FARC. Tu disais, Uribe a peur que les FARC deviennent soudainement la nouvelle force politique majeure et qu'ils deviennent le prochain président. En fin de compte, il faut rappeler, je pense, que les FARC auront seulement 5 députés pendant 2 mandatures, pendant 2 mandats, ce qui fait 10 députés en tout, de manière sécurisée. Et puis, l'élément central, c'est surtout que les FARC deviennent, c'était l'idée de l'accord, mais que les FARC deviendraient un mouvement, un parti politique. Donc, c'est aussi, ça répond peut-être à l'interrogation de Marc tout à l'heure, les FARC peuvent, peuvent s'inscrire en politique finalement. La politique des partis, c'est celle que l'on entend assez souvent et celle dont on parle souvent dans cette émission. Donc, puis, sachant qu'évidemment, être une guérilla, être dans une guérilla, un groupe de guerre et être un parti politique, ça n'a pas la même portée, effectivement, au niveau du lobby. Oui, et puis même, il faut aussi, je pense, rappeler que on parle parfois de guerre civile ici. Dans une guerre civile, il y a deux camps, deux camps qui sont soutenus à l'intérieur du pays. C'est pas forcément le cas des FARC, qui sont très très peu soutenus. Ils sont minoritaires. Et ils sont minoritaires. Les FARC sont soutenus finalement par les FARC et ils imposent aux autres leur vision. Donc on est plus dans une guerre interne. Et si ça arrive évidemment, quand les FARC deviendront, ou si les FARC deviennent un parti politique, là il y aura un changement de vision et un changement de paradigme même. Louise, une réaction à ce que Hugo vient de dire? Oui, bien sûr, c'est exactement ça, c'est plutôt bien expliqué. Et ça me faisait penser à ce que Marc disait sur le terme de transition. Justice transitionnelle, ça s'appelle comme ça, parce que c'est une justice spéciale, c'est pas la justice ordinaire, qui sert à faire une transition à la démocratique. Et en fait, ce qui ne veut pas dire que tout le gouvernement doit changer, etc. Mais pourtant, il va quand même y avoir des réformes, plusieurs réformes pour améliorer le pays. Alors Hugo se demandait Et si... c'est l'intérêt aussi de faire des négociations, pardon. C'est que si les FARC négocient, c'est aussi justement pour eux obtenir, avoir des avantages. Pourquoi ils négocieraient si c'est pas pour avoir des sièges en politique, si c'est pas pour pouvoir participer en politique, alors que c'est ce que leur mouvement revendique depuis 50 ans, c'est pouvoir participer en politique. Et alors du coup, Hugo se demandait en préparant l'émission, est-ce qu'on peut y croire à cette justice de transition? Ça c'est le problème. Dans les pays où il y a eu des justices transitionnelles, et surtout en Colombie, il y a énormément de corruption. On ne sait pas exactement jusqu'à quel point l'accord va être efficace. Il y a surtout certains points, on ne sait pas exactement comment ils vont être mis en place. C'est pas encore très bien défini. Mais bon, je préfère me dire qu'on va vers une justice transition imparfaite qu'une guerre parfaite. C'est des arguments bien. Et je suis plutôt d'accord avec eux. C'est sûr qu'on ne sait pas jusqu'à quel point l'accord sera respecté. S'il est respecté parfaitement, ce serait incroyable, ce serait magnifique. Ce que je ne pense pas, mais le plus important, ce serait que les victimes puissent être reconnues, puissent enfin savoir la vérité sur les membres de leur famille qui ont disparu, de quelle manière telle personne a été tuée, etc. Et pouvoir aussi se reconstruire. Et en fait, il faut juste mettre fin à ce conflit pour que la Colombie puisse se concentrer sur d'autres choses, justement la corruption, pour que la société civile puisse lutter contre d'autres choses que en lui-même, pour pouvoir lutter contre la corruption, faire du développement social. Il y a du travail à faire.
Eh ben merci Louise, on a bien compris que le cas colombien était en marche, si j'ose dire, mais que oui, alors ça ferait référence à Emmanuel Macron, mais ça n'a rien à voir. Non, mais en tout cas que la Colombie aujourd'hui est face à un tournant, que elle aurait pu prendre ce tournant, qu'on a un petit répit avant de voir ce que ça va donner. En tout cas, la situation risque d'évoluer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, parce que la diplomatie ce n'est jamais simple et ça risque de prendre quelques temps quand même. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Bah, merci à vous. Merci Louise. Bisous, merci beaucoup. Et, et Bonne soirée. Et bonne continuation, effectivement, Colombie. Hugo, tu voulais rajouter un truc? Mais non, j'avais l'impression de la couper, c'est pour ça. Ah non, mais non, ce n'est pas le genre de la maison. Merci beaucoup, Louise, et bon courage pour ta recherche de boulot. C'est pas le genre de la maison, c'est ça, ouais. Allez, salut. Bisous, bisous. Et Louise qui se plaignait souvent d'être coupée par les hommes de cette émission. Bah écoutez, voilà, c'est pas le genre pourtant. Je vous propose de passer tout de suite à la seconde partie de cette émission et donc à notre réquisitoire. Cahuzac, Big Malion, ce n'est pas nouveau, les hommes politiques sont confrontés à leur casserole. Jérôme Cahuzac attend avec sans doute grande impatience le résultat de son procès. Il a longuement été entendu courant septembre, accusant les rocardiens d'avoir voulu financer dans les années 1990 Michel Rocard, décédé au début de l'été. Il a frappé un grand coup. Alors Jérôme Cahuzac a-t-il été sincère, Hugo? Est-ce que c'est possible que l'ancien ministre du budget ait été sincère face au juge quand on voit qu'il a menti devant toute la représentation nationale et à travers cela tous les Français? Bah, il a menti ou il a dit je n'ai pas de compte en Suisse, mais bon, qui à sa place, qui n'aurait pas menti? Je vous le demande. Non, mais dans ce cas de figure, Marc fait l'étonner. On sait qu'Hugo a des comptes en Suisse, mais voilà, il mentira toujours. C'est avec ça qu'il peut s'acheter Mais c'est des pour jacquards, ça, c'est pour ça que je défendrai Maman, Jérôme Cahuzac. Macron, ah non. Non, mais très très honnêtement, avant son procès, il était assez normal, assez attendu qu'il mente de cette manière, afin d'éviter le procès qui venait et qui n'a finalement pas manqué à lui tomber sur le nez. Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'il ment par rapport à Michel Rocard ou est-ce qu'il dit la vérité? Il peut tout à fait dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera blanchi dans cette affaire-là, parce qu'il y a aussi... il a justement blanchi, il blanchissait visiblement aussi de l'argent à travers sa clinique dans le midi de la France. Donc il a aussi d'autres casseroles. C'est pas, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, si on peut. Oui, puisqu'il dit que ça a commencé d'une certaine manière sur commandement et que ça s'est poursuivi ensuite, l'argent attirant l'argent. Marc, quelle opinion? Je t'ai vu pas forcément tout à fait d'accord avec ce que disait Hugo. Marc n'a pas de compte en Suisse. Alors, je n'ai pas de compte en Suisse. Bah non, mais bon. Non, moi j'attends, je suis assez pragmatique dans cette affaire. Bon, j'attends de voir, j'espère, enfin, même si des fois j'ai quelques réserves, et j'en aurai toujours par rapport à la justice. Le problème étant, moi j'attends de voir les faits, j'attends de voir ce que va dire la justice, mais j'attends de voir aussi comment va se dérouler cette affaire, quels sont les faits qui vont lui être reprochés, est-ce que c'est sourcé, est-ce qu'il y a des preuves, etc. Il faut quand même, bon, moi comment on appelle ça? Pas la légitime défense, La présomption d'innocence. Bon, j'y crois toujours. Bon, après, c'était démontré par un travail tout à fait, je pense, sérieux qu'il avait des comptes en Suisse, mais bon. Le problème, c'est est-ce qu'il faut s'en prendre aux acteurs qui profitent d'un système ou au système lui-même qui permet ça? C'est-à-dire que c'est la grande question. Aujourd'hui, c'est très facile de blanchir de l'argent en Suisse. Hein. Le principe, c'est très simple. Hein, alors, soit c'est de blanchir de l'argent, soit Marc va nous donner le mode d'emploi. Nous t'écoutons. Non, mais je veux dire, les deux intérêts sont les suivants. Soit vous avez avoir eu de l'argent frauduleusement, et dans ce cas-là, vous allez en Suisse et vous amenez les bifetons et on vous le légalise et on vous le blanchit. C'est ça le principe du blanchiment d'argent. Ça le rend légal et du coup, il est sourcé. Il était où avant? En Suisse. Donc bon, voilà. Il y a quelque chose qui légalise l'argent et c'est ça l'intérêt. Et dans l'autre cas, c'est d'envoyer de l'argent aussi de manière un peu subreptice et de le faire interner en Suisse dans une banque et comme ça, vous n'êtes pas payez pas d'impôts dessus, des taxes sur l'argent. Voilà les deux intérêts à faire ça. Moi, je n'entrerai pas dans les débats entre ceux qui vont vous dire oui, mais la France a taxe trop, donc c'est normal. Non, je pense que on est dans un pays où il faut respecter les lois, même si c'est vrai, c'est compliqué, c'est vrai. En tout cas, bon, j'attends de voir.
J'attends de voir, mais il est bien évident que ce n'est que la phase immergée de l'iceberg, parce que quand on voit toutes les affaires qui roulent, qui coulent, enfin qui émergent en ce moment, apparaissent, oui. on se dit finalement que c'est un grain de sable sur tout ce paysage politique, quoi. Rappelons effectivement que quand on paye des impôts, c'est qu'on a le droit à des prestations sociales et que l'État est plus important. C'est logique, il intervient plus que dans les pays où il n'y a pas d'impôts. En tout cas, c'est comme ça que c'est normalement censé fonctionner, que le système fonctionne. Le Mais problème bon, étant les paliers, je pense. Je pense oui, que ça devrait bien être, sûr, voilà, mais bon, le voilà, problème, je pense, à mon avis. on va pas faire le débat des impôts ce soir. Et d'ailleurs, Non, mais comme en ce moment il y a la préparation du budget 2017 de l'État, nous en ferons peut-être une émission. Hugo, Jérôme Cahuzac, il a balancé donc sur Rocard. Bon, il n'a pas trop de mal, il est mort, même si son entourage est toujours présent. L'intéressé ne pourra pas confirmer ou infirmer avoir su cette information. En revanche, il a été un petit peu moins clair, mais à la fois enfin, il laissait entendre des choses sur François Hollande, le président actuel, en disant que le président limite, enfin, qu'il n'avait pas menti au président. Alors, est-ce que le président lui a posé les bonnes questions? C'est une autre question, mais voilà, en gros, il mouille un petit peu François Hollande en laissant planer le doute. Bah oui, évidemment. Et puis, tout l'intérêt de dire ça, c'est que le président, qui est François Hollande, qui est président voilà, jusqu'au moins 2017, Il le considère comme responsable de sa situation, en tout cas. et surtout qu'il se sente menacé et du coup qu'il agisse en tant que président sur la justice. Mm. On sait les liens qui peuvent exister entre l'exécutif et le judiciaire, et Cahuzac espère justement jouer sur ce levier-là. Attention François, je te tiens. Non mais non mais voilà, ils se connaissent, ils ont collaboré ensemble, notamment au gouvernement. Et donc il lui dit, voilà, ne va pas trop loin parce que tu pourrais tomber comme tomberaient les rocardiens notamment. Ou comme, voilà, et sur une autre affaire, Nicolas Sarkozy mis en cause. Ça nous fera une très belle passerelle entre les Mais deux oui, affaires. mais c'est évident Ah, que c'est pareil sur l'affaire Big Malion sur laquelle que l'on va évoquer bientôt. C'est oh non, je ne savais pas, mais si tu savais, c'est toujours ça. Qui est vraiment impliqué dans l'histoire? Et dans l'actualité People, effectivement, Jérôme Cahuzac et sa femme ont divorcé entre-temps. Et voilà, cette affaire a aussi attaqué l'homme. Big Malion, justement, on en parlait. 2012, la campagne présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy. Même question finalement que pour François Hollande. Pouvait-il ne pas savoir Nicolas Sarkozy? Bah, moi, ça me fait doucement rire quand j'entends ou je lis Nicolas Sarkozy dire je ne savais rien, pareil pour Jean-François Copé, qui était secrétaire général de l'UMP. Non, je ne savais pas. J'ai rien vu venir, ce mail-là que vous me sortez, ce SMS, mais c'est pas une preuve. Non, mais c'est ahurissant. Ils préparent tous la campagne. Ils sont quand même assez liés aux réalités. Ils voient quand même que quand on fait des meetings géants comme a pu faire Nicolas Sarkozy, je crois qu'il a fait 42 meetings avec, on se rappelle notamment celui qui avait, Oui, non, pardon. notamment celui qui avait lieu, c'était au Trocadéro ou à la Oui, Concorde. au Trocadéro, Au Trocadéro. devant la Tour Eiffel. Voilà. Bon, ça coûte de l'argent. Déjà, l'endroit, le nombre de personnes, toute l'installation. Et puis, voilà, il en a fait dans les quatre coins de la France. Ça coûte de l'argent. Ça coûte plus de 20... Le double que de ce qui était prévu Voilà. par la loi, finalement. Voilà. Alors, il y a eu un reportage de France 2 diffusé, envoyé spécial. Tu en as écouté un extrait, je crois, Hugo? Oui, j'ai regardé ce reportage partiellement. Alors déjà sur le reportage en lui-même, on garde ce ton accusateur, si je peux me permettre une parenthèse, qui était, il faut rappeler un peu le contexte. Envoyé spécial, c'est dorénavant Élise Lucet qui était à la tête de Cache Investigation. Donc c'est ce côté... Qui est toujours à la tête d'ailleurs du Oui, magazine, qui a mais- juste laissé le JT de côté. Mais voilà, c'est la même veine finalement. Envoyé spécial n'avait peut-être pas ce côté assez virulent auparavant et Envoyé spécial comme zone interdite, comme
comme Capital a toujours fait des reportages en démontrant des choses, mais peut-être, effectivement, comme tu dis, dans la mise en scène, dans Oui. dans la mise en forme, un petit Là, peu il y a différemment. carrément une mise en scène. Je laisse Accusatrice, finalement. accusatrice. Et puis, non, mais je veux dire, voilà, on se croirait, ils essayent de scénariser le reportage, etc. C'est très, très, oui, et c'est très accusateur. Alors, oui, en effet, ce reportage montre un peu, voilà, justement, comment, à travers le témoignage de Monsieur Attal, qui était responsable chez Big Malion, donc qui était directement, dit-il, aux côtés de Nicolas Sarkozy pour l'organisation des différents meetings. Donc Big Malion, rappelons-le, c'est vrai, la société qui organisait la partie événementielle des meetings, qui se chargeait de la logistique, de l'ambiance, voilà, Oui, de faire les réservations sans doute, voilà, tout de ça, quoi. préparer les salles, de payer, de gérer tous les sous-traitants, voilà, qui vont gérer les différentes choses qui ont trait à l'organisation du meeting. Voilà, ce monsieur Attal, donc voilà son Franck prénom, Attal, oui. Franck Mhm. Attal, pardon, est interviewé tout au long du reportage, et voilà, il nous explique comment finalement Nicolas Sarkozy, parmi d'autres, savait euh, les montants engagés, et donc que le plafond des 23 millions était, était finalement explosé. Mais ce qui me paraît assez léger aussi de la part de Franck Attal, c'est que lui dit qu'il ne connaissait rien de la législation. Alors peut-être est-ce vrai, peut-être n'est-ce pas vrai, mais voilà, ça m'a paru aussi. C'est toujours ça, c'est parole contre parole. Donc la justice sera de toute manière bien mieux placée que nous pour délibérer sur ce sujet-là. Alors, parole contre parole, il y en a du monde dans cette affaire. Bon, Patrick Buisson était le grand penseur de Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Henri Guénaud également bien investi dans la campagne. Il y avait deux personnes évidemment importantes. Le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, qui dit n'avoir rien vu. Et Jérôme Lavrieux, le directeur adjoint. Lui, c'est celui qui a fondu en larmes sur un plateau de télévision. C'était sur BFM TV, qui avait fondu en larmes en avouant tout finalement et en disant bah oui, forcément, tout le monde savait, quoi. Il a dit, tout le monde savait, et puis quand on le retrouve dans ce reportage, finalement, il ne sait plus grand-chose. Non, c'est bon. J'imagine qu'il y a une pression, évidemment, pour des gens comme ça, de dire, le dernier cité était directeur adjoint de campagne, donc c'est pas forcément la personne la plus médiatisée, c'est plus une personne de l'ombre, Administrative, oui, voilà, qui gère a un rôle en tout à fait arrière. administratif. Et donc qui n'est pas habitué à passer sur les plateaux de télé et être interviewé dans ce genre de reportage. Donc on peut comprendre la pression qui a été exercée sur lui de cette manière-là, mais voilà. Et en même temps, ça révèle toute la complexité de l'affaire qui, j'espère, finira comme l'affaire Cahuzac par être réglée. Par être jugé tout simplement et qu'on en sorte les principaux éléments. Marc, pardon. Marc est surpris, oui, tu fais partie du débat. Parce que on essaie de débattre sur des choses sur lesquelles malheureusement on sait très bien que c'est la norme, c'est malheureux à dire. Bon, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire quoi la norme? Vous savez ce que disait la triche c'est la norme. Diogène de Sinops. Il disait l'espoir est une vertu d'esclave. Je souscris beaucoup à ça. Et non, il y a pas d'espoir. En fait, la grande question que je me pose souvent et à laquelle je n'ai jamais de réponse, est-ce qu'il faut être corrompu pour pouvoir arriver au pouvoir ou est-ce que le pouvoir corrompt? C'est la grande question. Il est bien évident que plus vous montez dans l'estrade, plus vous avez besoin d'être un peu diplomate avec tout le monde et que vous avez moyen d'avoir accès à des pratiques qui normalement pour le kidam le plus bas dans la société, évidemment, serait tout de suite condamnable, etc. Donc moi, l'étonnement, ça serait d'être étonné, justement. Pour reprendre une phrase de notre ami Del Sol, c'est ça le principe même, c'est-à-dire je débat un peu sur pas grand-chose, mais ce qui est très étonnant, c'est de voir aujourd'hui des gens qui vont se présenter, qui disent être vierges de tout soupçon et de tout acte frauduleux, et puis dont on va sûrement reconnaître que dans 10 ans, à telle époque, ils auraient été... Donc il y a une forme de... Il y a une forme de malhonnêteté dans la mesure où on sait très bien que même si Sarkozy n'est pas piégé là-dessus, quand on voit le financement libyen de sa campagne, quand on voit le financement de Kadhafi, puis après on dit il faut absolument le faire tomber. On sait très bien toutes les affaires qui courent à l'époque de Balladur, etc. Une qui refait parler d'elle aujourd'hui d'affaires, c'est
les sondages de l'Élysée avec Patrick Buisson, toujours lui, Oui, qui avait été mené entre 2007 et 2012 Oui. et qui aujourd'hui, donc du coup, Christiane Taubira a été placée sous le statut de témoin assisté dans cette affaire pour prise illégale d'intérêt, enfin bon bref, parce qu'elle était selon lui jugée partie, donc voilà, une affaire de plus qui vient s'ajouter à tout ça et qui là, pour cette fois-ci, mêle la droite et la gauche finalement. Oui. Bah, bon, c'est mon avis, si on cherche bien, à mon avis, il y a de quoi trouver d'autres affaires comme ça. C'est bien évident. Non, mais ce qui est désolant, c'est de voir qu'il y a quand même un refus aujourd'hui du politique. On entend plus souvent en ce moment, au lieu de dire oui, je suis plutôt de tel bord ou tel bord, soit c'est finalement le milieu m'énerve, j'ai voté sur les marges, et du coup les extrêmes, ou alors il y a un refus du politique, ce qui est mon cas, de se dire de toute façon, soit on va élire des gens qui ne sont pas honnêtes. Première chose, soit on va dire des gens qui ne pourront, et du coup aussi malhonnêtes dans la mesure où ils ne pourront pas accomplir ce qu'ils disent pour diverses raisons. Et il y a ce rejet du politique, il est légitime et logique quand on réfléchit bien et quand on voit ces politiques qui arrivent à se représenter avec toutes les casseroles au cul comme les Balkany ou d'autres, quand on voit, mais vous voyez, ni droite ni gauche, hein, donc c'est vraiment un problème. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il faudrait raser tout ça, mais on est trop on est trop aujourd'hui dans notre train quotidien. On se dit oui, mais ça pourrait être pire. Regardez ailleurs, c'est pire. C'est la dictature, c'est les régimes autoritaires, c'est ceci. Est-ce que vous voulez avoir le régime choix? Donc en fait, on n'arrive pas à débattre là-dessus. On sait que les gens vont être condamnés, mais bon, ils vont avoir des aménagements de peine. Et puis ça les empêchera pas de se représenter comme Sarko, alors qu'on sait très bien tout ce qu'il a sur le dos. Donc non, je suis dépité, pessimiste, et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, je serais pas aussi Hugo. pessimiste que Marc. Déjà sur. Il a de l'espoir, Hugo. Bah voilà, j'ai de l'espoir, je suis peut-être esclave. Tu sais ce que dirait Diogène de Sinope, c'est quelqu'un qui dirait ça, il dirait comme Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil. Donc voilà. Bon, je resterai devant le soleil voilà, et voilà. je garderai mon espoir en tout cas. Ah bon? Je trouve que c'est finalement une bonne chose qu'il y ait, De la corruption, ça vient de qu'il y ait autant de procès parce que Ah oui. finalement. C'est comme le dopage dans le cyclisme. Maintenant on les prend, on voit forcément qui se dopent, quoi. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'affaires avant qu'il n'y avait pas de malhonnêteté, de tricherie, tout ce genre de fraude et voilà, de malhonnêteté intellectuelle et politique. Il en est qu'aujourd'hui, ces affaires ressortent grâce au travail de juges, grâce au travail de journalistes d'investigation. Et donc, ça peut faire du bien à la politique. Mais le grand hic, entre guillemets, c'est que la solution viendra par les politiques aussi, parce que c'est eux qui peuvent prendre la décision, notamment au Parlement, de mettre en place des lois qui vont interdire les personnes qui ont un casier judiciaire, les interdire de se représenter ou de s'inscrire en politique, des choses comme ça. Et les juges et les journalistes ne peuvent pas faire grand-chose si ce n'est mobiliser en quelque sorte l'opinion. Et je pense, Marc, tu dis la population ne réagit pas, mais elle réagit quand même parce que les votes aux extrêmes, c'est quand même un vote de rejet de cette classe politique que l'on dit corrompue, que l'on qualifie assez allègrement, on dit bonnet blanc, blanc bonnet. C'est ça aussi, les tendances de vote aux extrêmes, et j'ajouterais d'abstention, c'est ce rejet de la classe politique. Et peut-être que des éléments nouveaux, tu citais Emmanuel Macron, il y en a d'autres, peuvent aussi aider à nettoyer la politique de ces personnes corrompues, même si ça va être assez compliqué. Et puis, je me ferai un peu l'avocat du diable pour finir en disant que Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné jusqu'alors malgré toutes ces casseroles et que... Sur la première partie, si, il a été reconnu qu'il avait trop dépensé durant sa campagne. Oui, C'était oui, reconnu, alors, il a dû rembourser. Là-dessus, oui, mais je veux Sur dire, une partie infime sur nombre d'affaires, il n'a pas été reconnu coupable. Pas encore, parce que le temps n'a pas encore fait son œuvre, peut-être. Oui, voilà. Mais bon, mais c'est vrai que la présomption d'innocence est dans le droit français. Pour le moment, bien sûr. On ne sait pas par quel miracle, il passe au travers des balles, et ce n'est pas le cas forcément d'Alain Juppé,
Ça va être un gruyère à la fin. Là, il ne pas à la fin. Il va peut-être plus marcher droit, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le cas d'Alain Juppé qui, lui, avait été condamné pour... lui a payé, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir payé, il a payé pour... mais il revient. Mais il revient. Mais effectivement, tu fais bien de le dire, parce que tous les autres candidats à la primaire de la droite doivent-ils avoir peur? Parce que finalement, ils étaient tous... Enfin, Fillon, Juppé, Kosciusko-Morizet, Copé, il doit m'en manquer un, il m'en manque un, mais c'est Sarkozy, voilà tout simplement. Ils ont tous été dans la vie politique active, gouvernement ou président de la République, durant le mandat 2007-2012 qui a préparé la campagne de 2012. Donc finalement, quand on dit Nicolas Sarkozy n'était pas au courant, ils étaient tous plus ou moins au courant, tous certainement à des postes plus ou moins proches de la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est assez surprenant, et c'est ce qui a été dit récemment, c'est voilà comment on ne peut pas savoir ce genre d'informations vitales. De s'en rendre compte ou de dire à Nicolas Sarkozy, oh là là, mais comment est-ce qu'on fait en ce moment? Je pense que tu es touché par une clintonite aiguë. Je crois que tu as comme elle quelque chose qui est resté coincé. Hugo. Oui, non, c'est peut-être ces affaires-là qui n'arrivent pas à passer. Ça n'arrive pas là. Et donc une réponse à la question ou pas? Moi, non, ma réponse c'était oui. Et comme j'ai commencé à le dire dès qu'on a abordé ce sujet, c'est que ça me surprend. C'est normal qu'ils disent on n'était pas au courant, mais ça me surprendrait que les juges finissent par dire non, ils ne savaient rien. D'accord. Marc, du même avis, j'imagine, évidemment. Ah bah oui. À ceci près peut-être qu'on oublie trop souvent, tu as tendance à trop distinguer à mon avis l'exécutif du judiciaire, que je suis sûr que si on... Bon, je développe pas plus, mais des fois dans certains endroits et dans certains trucs, il y a quand même un lien entre le politique et le judiciaire, c'est tout. Et Hugo l'a dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais comme il aime bien aussi répéter les trucs que j'ai dit comme tout à l'heure, je me permets de me faire un peu l'avocat du diable. Il n'y a pas de souci, c'était juste pour dire que Hugo l'avait bien en tête quand même si ça n'avait peut-être pas été assez développé. Merci de rappeler ma primauté. Jean-François Copé, donc l'un de ceux que j'ai évoqués à l'instant et qui était président de l'UMP lors de la campagne de 2012, avait trempé dans cette affaire, puis finalement on a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves, en tout cas enfin, il n'a pas été totalement disculpé, mais bon, étant donné qu'il n'est pas inculpé, ça revient au même. Jean-François Copé était sur France Info l'autre jour et il disait oui, les journalistes de France 2 m'ont interviewé pour Envoyé spécial. Son témoignage doit être présent dans l'émission, enfin, est présent dans l'émission, mais il disait. Mon interview a duré une demi-heure, on n'en a gardé qu'une partie, c'est le jeu de ce qui se passe dans tous les reportages de télévision, mais il disait en gros que ils n'avaient pas gardé le plus intéressant de ce qu'il disait, et il regrettait d'ailleurs que Franck Attal soit quasiment omniprésent tout au long du reportage. Pour agrémenter un petit peu le moulin qui vise à dire que oui, on met en scène aujourd'hui dans Envoyé spécial, tout n'est pas dit, toute l'enquête ne transparaît pas, et Jean-François Copé était parmi ceux qui regrettaient d'avoir été interviewé, il ne regrettait pas d'avoir été interviewé, mais il regrettait la manière dont son témoignage était retranscrit dans cette émission. Peut-être un petit peu aussi narcissique, le garçon, et vouloir être plus présent peut-être dans le reportage. Narcissique, et surtout, il voudrait que son image soit complètement blanchie. Parce que voilà, il a été mouillé. Ah, clairement, et puis il a été traîné dans la boue. Voilà, il en garde une certaine rancœur à l'égard notamment de Nicolas Sarkozy. Donc je peux comprendre qu'il l'exprime d'ailleurs sur les plateaux de France Télévisions. Mais ça me permet de rappeler aussi, tu l'as dit, que ça reste un témoignage assez à charge. Mais c'est aussi le jeu dans cette affaire. C'était très attendu d'ailleurs. France 2 voulait ne pas se mouiller à travers son directeur de l'information, puis a finalement diffusé ce reportage-là. C'est le jeu. Alors effectivement, tu viens de le dire, ça a été un psychodrame au début du mois de septembre, lorsque l'affaire Big Malion a ressurgi. La direction de France 2, avec Éluge Lucet, a proposé durant l'été, quand le reportage était en train de se construire, la direction de France 2 a proposé à l'équipe du magazine de diffuser le reportage, l'envoyé spécial au début du mois de septembre, ou alors en décembre, une fois que la campagne des primaires à droite aurait eu lieu, pour ne pas justement venir perturber la campagne des primaires en faisant un reportage
à charge contre Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la direction souhaitait bien diffuser le reportage, il n'y avait aucun problème sur la ligne éditoriale de ce reportage, mais il s'agissait de le diffuser non pas forcément au bon moment, mais en tout cas pas au mauvais moment. Et donc du coup, l'affaire Big Malion est ressortie entre-temps des placards. Un petit bras de fer, a priori, entre la direction du magazine et la direction de la chaîne, enfin de la chaîne de l'information, pardon, qui a aussi un rôle à jouer sur l'éditorial. Et voilà, dans un premier temps, on a diffusé un extrait de l'interview de Franck Attal dans le journal de 20h de France 2, juste après la ressortie de l'affaire Big Malion. Et puis, on a reprogrammé malgré tout l'intégralité du reportage dans Envoyé spécial à la fin de ce mois de septembre pour inaugurer un petit peu cette nouvelle version d'Envoyé spécial. Donc finalement, l'équipe du magazine a eu gain de cause, certainement l'affaire ayant été trop exposée au public pour ne pas diffuser ce fameux reportage après coup, Hugo. Oui, on aurait crié, les gens ont commencé à crier à la censure. Et c'est un discours qui est assez répandu en ce moment. Donc France 2 avait aussi à défendre son intérêt en diffusant ce reportage, surtout après les premières diffusions, les premiers les premiers extraits diffusés à travers le journal télévisé, D'ailleurs, qui reste très 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 vu. Et en disant d'ailleurs que France 2 aujourd'hui s'est séparé de son directeur des programmes, à cause de mauvaises audiences. Donc on peut imaginer qu'il y a aussi cette recherche quand même d'avoir un maximum de personnes pour la soirée d'Envoyé spécial qui est consacrée sur ce magazine. Et d'ailleurs, je dirais que l'angle qui est pris pour ces reportages témoigne de cette recherche d'audience. Parce que on fait des reportages à charge, quitte parfois peut-être à tronquer une partie de la vérité, mais parce que ça fait parler. On se rappelle que Cache Investigation faisait beaucoup parler et il fera encore parler, hein, le magazine existe toujours, on ne l'a pas enterré. Excuse-moi, j'ai tendance à l'enterrer, le remplacer vite fait par Envoyé spécial. Non, mais Cache Investigation a fait parler de lui et fera sans doute parler de lui encore, et pas forcément en bien, puisque les conclusions des reportages, je pense notamment à celui sur les pesticides, étaient discutées, notamment dans la presse. Donc il y a peut-être des fois des avis trop tranchés. En tout cas, c'est un reportage, celui sur l'affaire Big Malion, qui n'aura pas tout révolutionné. Il ne fait que reprendre les principaux éléments déjà bien connus en apportant des témoignages, mais rien de bien nouveau. Marc, je te voyais pessimiste, je t'entendais pessimiste, et nos auditeurs sans doute aussi, sur la situation politique aujourd'hui vis-à-vis des affaires. Comment est-ce qu'on pourrait contrôler davantage aujourd'hui les campagnes ? Alors bon, il se trouve qu'a priori ce serait plutôt bien contrôlé si on arrive à sortir une affaire, mais peut-être plus vite. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la fin de la campagne pour se rendre compte que, oups, on a dépassé du double le budget qui était normalement alloué à sa campagne? Il ne peut pas y avoir une autorité, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou est-ce que la cause est définitivement perdue? Il faudrait que ce soit une autorité déjà indépendante de l'État, parce que même quand visiblement c'est à l'intérieur de l'État, on ne voit pas forcément les choses. Quand on est ancien président en exercice au moment de l'élection, c'est vrai que ça aide peut-être un petit peu. C'est pas évident, quoi. Mais l'affaire est sortie finalement, donc. Oui, mais grâce à un travail d'investigation. C'est vrai que non, mais il y a quelque chose j'ai pas de solution. De toute façon, moi je pense qu'il faudrait que ça soit des gens de la société civile qui arrivent à avoir accès à tous les dossiers. Mais on sait très bien que s'ils arrivent à cacher les choses pendant des années, c'est pas les petits clampins de la société civile qui vont faire quelque chose. Non, il faut, moi je pense, avoir quelque chose de très dur vis-à-vis de ces gens-là, ne plus envisager qu'ils puissent reparaître devant le public en tant que politique, etc. Je veux dire, les Balkany, les Sarkozy et autres tartampions ne devraient plus montrer leur bout de leur nez sur la télévision, sur les partis politiques. Ça devrait être interdit. Juppé aussi, par exemple. Alors on l'a dit tout à l'heure, il a été condamné, il a payé sa peine. On ne devrait plus le voir. Ce sont des gens qui sont censés incarner l'État et donc du coup l'ordre et la violence entre guillemets légitime. Donc j'estime que des représentants comme ça n'ont plus à montrer, leur gueule devant les Français, leur dire qu'il faut faire des efforts, faire ceci, il faut faire cela. D'autant qu'on sait non seulement que pour certains, ils ont été pris dans des affaires, alors là, pour le coup, qui sont condamnables, et dont on sait pertinemment que certaines, à mon avis, n'ont pas encore été trouvées ou mises au devant de la scène. Donc il est bien évident que là, il y a quelque chose de déontologique. On ne devrait plus pouvoir voir. Mais sauf que
Emmanuel... Il y a tellement de réseaux, c'est ça le problème, c'est que Mm. Macron on sait pas, encore une fois, Macron ne sait pas, il était Goldman Sachs avant, Bon, on sait dans pas. dans la vie politique, il a peut-être pas fait grand-chose parce qu'il a encore jamais été élu, mais Mais oui, mais il suffit pas malheureusement, il suffit pas forcément d'être élu, ouais. on peut faire des choses, donc on devrait plus, ça devrait pas exister. Le problème c'est de trouver des gens qui seraient aujourd'hui capables de pouvoir assumer ces responsabilités-là et qu'on vire en fait l'ancienne école. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu Ça quand ne vous s- virez la tête d'un réseau, il reste finalement les tentacules, les tentacules. En Hein, tout état de cause, ça ne se fait donc pas du jour au lendemain. Euh, Hugo, pareil, nouvelle règle pour cette présidentielle avec un petit peu plus de transparence dans la préparation, dans les fameux parrainages. Je parle bien des 500 signatures qu'il faut d'élus. Euh, on a pris conscience durant ce quinquennat, peut-être, alors peut-être pas assez au niveau des faits, mais est-ce qu'on a pris conscience un petit peu, volonté de transparence, volonté de limiter le cumul des mandats, des affaires qui sortent grâce au travail des journalistes et des investigateurs. Voilà. Est-ce qu'on est dans cette phase de transition en France ou pas? Bah, De justice traditionnelle? on Non, n'est je pas blague. clairement pas dans la justice traditionnelle, on n'est pas à ce point-là, mais bah, j'ose espérer qu'on y soit, mais comme vient de le dire Marc, les principaux, les instigateurs finalement sont encore là, donc c'est assez difficile de mettre en place ça alors que voilà tous les responsables sont encore sur le devant de la scène, ils sont pas condamnés, Mm. donc ça peut prendre du temps et la politique finalement ça prend beaucoup de temps et c'est ce qui agace les gens parce que bah, légitimement on a envie de résultats rapidement, relativement rapidement, et ça met trop de temps à arriver. Et puis, quand on croit que ça arrive, finalement, les instigateurs, les responsables, arrivent à réémerger comme l'a fait Alain Juppé. Donc, les Français se trouvent dans une situation finalement de lassitude. Nous nous trouvons dans une situation, les Français, non, Pas- on n'est pas les politiques, nous nous trouvons dans une situation de lassitude. Mais à force de trop Les attendre, et politiques je te sont coupe, français. parce qu'il va se passer deux choses. Il y avait un très bon bouquin qui était sorti il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'aujourd'hui tout était réuni pour qu'il y ait une sorte de nouvelle révolution, dans le sens, alors pas dans les mêmes valeurs et dans les mêmes optiques, mais tout est réuni, ou sinon on aura un scénario un peu à l'africaine, un jour l'armée prendra le pouvoir, pour une phase, pour le coup, là pour une phase transitionnelle, où arrivé à un certain moment, il va y avoir si l'ordre dégénère, et que c'est le bazar si les politiques, c'est à mort les politiques, on n'en veut plus, l'armée prendra facilement le pouvoir. C'est logique, ça c'est l'histoire qui le démontre pour le coup. Donc moi j'estime que un gouvernement militaire pour établir l'ordre, ça serait pas mal. Mais après bon, Je il faut pense pas... qu'on manque de personnalité. Enfin, il n'y a pas de personnalité aujourd'hui dans le commandement militaire qui peut prendre le Mais pouvoir. Alors, c'est ce qui compte. détrompe-toi, Ah, il y a, alors, Hugo. alors il y a un, Yaya, oui, il y a un Yaya. ancien général. De Gaulle, non, il est mort. Ouais, Non, non, trop mais c'est- non, mais ancien. c'est- Non, 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 mais je trop blague. ancien. Non, non. Je voulais simplement dire qu'il y a un ancien de l'armée qui cherche à se Présenter à l'élection. Eh ben, à je ne le l'élection. savais pas. Voilà, Marc, Donc, ça y est, je ne retire sais son pas. abstention pour la prochaine Je ne présidentielle. Il sais sait pas pour qui il va s'il voter. aura les 500 signatures. Je ne Mm. sais pas quel résultat il aura s'il arrive à se présenter. Mais voilà. Il n'y aura pas de feu d'artifice, c'est les tanks qui vont tirer. Voilà, c'est à noter. En tout cas, on l'a bien compris, il faudrait davantage d'inéligibilité pour les personnes, le personnel politique, je dirais, qui fautent et leur empêcher tout simplement de se représenter, puisque, semble-t-il, ils ne savent pas le faire eux-mêmes, de ne pas se représenter quand ils ont des casseroles et des interrogations sur leur tête. Je dirais peut-être tout simplement plus de justice, Ouais. Mm. tout court. Bah, la justice que- tout court, oui, mais aujourd'hui, Juppé a payé sa peine. La justice, c'est bon. Quand on prend le point de voir, vue de c'est Marc, tout. il faut plus le voir. C'est peut-être Bah, pas ton avis, mais Non, mais que certaines affaires arrivent à leur dénouement. Mm. C'est ça que j'appelle Ah oui. plus de justice. Mm. Parce que, voilà, on cite Juppé en exemple ou en contre-exemple. Mais il y a un sacré nombre d'affaires qui sont en cours. On parlait justement de deux emblématiques. Mais voilà, il y a ces affaires-là qui ne demandent qu'à être finalement conclues pour qu'on puisse, j'espère, être débarrassé de ces personnes qui nuisent à la politique. Eh bien voilà, une élection Nuisent à la présidentielle. France surtout, si tu nuises à la politique. Oui. à la limite, bon. Non, mais on a bien compris. Une élection primaire dans un premier temps, puis présidentielle à venir, donc, où les soupçons pèseront sans doute toujours. En tout cas, on verra bien ce que ça donnera, notamment si Nicolas Sarkozy sort vainqueur de la primaire à droite, puisque c'est quand même le principal
le principal personnage décrié aujourd'hui. Et donc, s'il en sort vainqueur, eh bien, on verra comment ça se passera. Et puis, une fois qu'il sera président, il ne pourra plus répondre de grand-chose pendant au moins 5 ans, si jamais il est élu. Donc, voilà, on n'a pas fini de parler de cette affaire, sans doute pour quelques années. Eh bien, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Louise qui est intervenue en début d'émission. Bon, la qualité du son n'était pas énorme, mais on est en début de saison, quelques problèmes techniques, vous en êtes habitués désormais à résoudre, mais au moins on a eu son avis, on espère qu'il sera audible et qu'il vous aura plu. Merci Marc, merci Hugo d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis, merci donc à mes camarades, rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Politiquement Incorrect. En attendant, ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site internet radio-rec.fr. À bientôt, au revoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.